Dans quelques petites secondes, il sonnera à 7h50 sur Canal 3 Bénin. Merci de vous installer tout de suite à notre forum de discussion avec en plateau notre invité, Monsieur Alain Hugues Aounou. Bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue en plateau. Vous êtes directeur des services, des systèmes d'information au ministère de l'économie et des finances. Avec vous, on aura parlé de la donnée. Chers messieurs, bonjour, bienvenue. Je dirais d'ailleurs bonjour à Herman Adiambossou qui nous a rejoint entre-temps en plateau. Je vous pose comme ça tout de suite une question. La donnée ou les données, est-ce que vous comprenez quelque chose? Vous y comprenez quelque chose? Herman Adiambossou, c'est pas un affront que vous faites sur la Non, pas grand-chose. C'est pas de la prétention, je ne connais pas grand-chose à la donnée. Quand on dit données comme ça, c'est d'ailleurs pourquoi on a fait venir sur le plateau le directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances pour qu'il nous dise ce que c'est que la donnée, parce qu'il y a eu entre-temps la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui était censée travailler pour protéger les données. Désormais, pas de la donnée. Et donc, il va nous faire la nuance entre les données et la donnée. Clément aussi est là, le spécialiste maison. Oui, en attendant, Clément, on va voir si Wahab a quelques informations là-dessus. Wahab, Alipara. Non, je crois, pour ce qu'on entend, c'est une expression quelque peu technique qui laisse entendre qu'il s'agit des informations, soit sur une personne, sur une société, sur une entreprise et autres. Tout ce qui permet d'avoir d'indices pour pouvoir vous identifier et qualifier dans le domaine informatique de données. Lorsque, par exemple, un peu comme sur nos comptes Facebook, nous avons nom et prénom, votre profession et autres, c'est déjà une donnée. Vos photos, les informations que vous avez qui renseignent et qui s'orientent vers vous, je crois que c'est un peu ce qui est qualifié de données. Maintenant, on a un spécialiste sur le plateau qui nous dira pourquoi on est parti de les données pour se limiter à la donnée, pour savoir ce que cela sous-entend. Est-ce que c'était un abus de langage de dire les données par le passé alors qu'il s'agit de la donnée? Il aura... Donc, de façon globale, c'est comme ça, moi, je perçois cette expression quelque peu technique. Oui, Clément Achadé. Oui, Wahab l'a si bien dit. La donnée, c'est je dirais un mot ou une expression, si vous voulez, un peu technique. Mais ce qu'il faut déjà comprendre par la donnée, c'est tout ce qu'il y a comme information. C'est, je dirais même un outil qui permet dans un système informatique, par exemple, de repérer ou de mettre en pratique tout ce que on a comme information et qu'on voudrait exploiter pour atteindre un but. Donc la donnée dans le contexte de la dématérialisation, par exemple, où elle vous permet, par exemple, si je prends les procédures administratives, vous voulez aller demander un service de l'État que vous faisiez avant, par exemple, de façon physique. Aujourd'hui, sans vous déplacer, grâce aux données, la donnée que vous-même, qui vous appartient, la donnée qui appartient également à l'administration ou au service public, vous arrivez à demander un service et vous obtenez donc un résultat sans vous déplacer. Donc la donnée, je dirais, c'est un outil, mais à la fois une information. Alors, je crois, en complément à ce que dit Clément, lorsque par exemple dans un système informatique, un peu comme à l'ANIP aujourd'hui, avec le système de dématérialisation et pour lutter contre le coronavirus, il y a cette possibilité d'aller sur le net et obtenir des papiers qu'il fallait physiquement se déplacer et aller. Et par conséquent, il y a des questions que la machine vous pose. Il faut insérer ces informations. Donc, c'est ça, ces données. Je crois, par exemple, quand vous voulez le CIP, le certificat d'identification personnelle, il y a votre acte de naissance. Je crois qu'il faut scanner et envoyer. Il y a votre nom, prénom, date et lieu de naissance. Bref, toute une information qu'il faut donner et que la machine de l'autre côté atteste que c'est effectivement la personne
personne, vous êtes identifié et les résultats attendus sont Alors, souvent ce matin, nous allons faire une incursion dans votre milieu pour parler du numérique. Les collègues en plateau ont apporté quelques informations, quelques éléments d'appréciation. Vous êtes l'acteur au cœur même de ce dont il est question ce matin, Monsieur Aounou. Alors, dites-nous, quelle conception devrait-on aujourd'hui avoir de la donnée? Est-ce que les collègues ont réussi à cerner le sujet? Vous êtes en plein dans le sujet, en plein dedans. La donnée, les données. Vous voyez bien qu'il y a, on pourrait dire qu'il y a une nuance. Mais en fait, la vraie nuance qu'il faut faire, c'est entre la donnée et l'information. La donnée et l'information. Je pense que c'est vous qui avez pris. Commencez par la CNIL, en parlant des données à caractère personnel. Je vais prendre cet exemple pour illustrer et pour permettre qu'on ait une compréhension pédagogique. Vous voyez bien que quand on parle de données à caractère personnel, on peut dire on a la taille, le poids de quelqu'un, sa date de naissance. Mais si je vous donne que le poids, 80 kilos, ce n'est pas une information en tant que telle, c'est une donnée. 80 kilos, c'est une donnée. Mais quand je vous donne un certain nombre de données réunies, ça commence par devenir une information parce que c'est intelligible. Ça permet d'avoir une information, quelque chose qu'on peut exploiter. 80 kilos, ce n'est pas exploitable. Par contre, si je commence par dire 80 kilos et que j'ai des empreintes biométriques et que j'ai la taille 1m75, la couleur des yeux, ou le sexe, je pourrais dire c'est Monsieur Achadé. Je sais le reconnaître. Là, ça devient une information. Là où ça devient intéressant, c'est quand on a une multitude de données. Si, par exemple, je vous disais qu'en ce moment, on avait la possibilité de voir l'ensemble des données de ceux qui sont en train de nous regarder, parce que c'est possible. Vous savez très bien que c'est comme ça que certains instituts de sondage arrivent à savoir qui regarde quoi, à quelle heure. C'est très intéressant. Et après, on en fera des exploitations marketing. Vous voyez bien que quand on a une masse d'informations, donc une masse de données qui devient de l'information, et qu'on peut croiser ces informations, on peut en faire des choses intéressantes. Donc, ce sont des éléments d'appréciation sur la donnée aujourd'hui. Mais, cher monsieur, parfois on se pose la question de savoir les données qui sont connectées, ou bien l'ensemble de la donnée collectée, qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert à quoi? Non, je crois que techniquement, il y a beaucoup de choses qu'on utilise pour faire avec ces données. Je donnais tout à l'heure l'exemple du certificat d'identification personnelle. Lorsque vous rassemblez toutes ces petites informations, je pense que de l'explication de notre invité tout à l'heure, les petites informations, la sommation de ces informations deviennent finalement une donnée. Quand on met nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe et autres, quand on réunit tout ça, ça permet de facilement identifier de qui, à qui on a affaire, de qui s'agit-il. Donc ça permet beaucoup de choses aujourd'hui. Au niveau de l'ANIP, peut-être j'insiste sur cet exemple parce que c'est ça qui fait partie des éléments de dématérialisation qui nous concernent au premier chef. Même quand vous allez dans l'administration et dans d'autres administrations, il faut d'abord passer par ce qui permet de vous identifier à qui nous avons affaire. Ce dossier qu'on vient nous déposer appartient à qui? On a des candidats, par exemple, qui vont à l'examen et qui ont besoin pour s'identifier dans leur salle de composition de leur carte d'identité nationale. Lorsque vous allez, même quand on prend la formule la plus ordinaire, c'est que on prend votre taille, on vérifie votre visage, vous avez un identifiant. Donc, si
c'est des cicatrices, on en prend si c'est peut-être un accident que vous avez eu qui devient avec des points de suture au visage. Voilà, une trace, on prend la couleur de vos cheveux, etc. Tous ces éléments réunis, ma foi, permettent donc de faire quelque chose avec. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas prendre la carte d'identité de Christian Adandédian pour l'utiliser quelque part, parce que quand on observe, les données qui sont sur cette carte ne se rapportent pas à moi, Wahab Alipa. Alors, il y a une réaction qui vient de vous. Vous avez totalement raison. Vous me donnez l'occasion d'expliquer pourquoi nous avons organisé au ministère de l'économie et des finances la journée de la donnée. Voilà. Vous savez que depuis 2016, le gouvernement a pris un virage sur le numérique avec tous les socles technologiques qui ont été mis en place. Vous avez vu qu'on a densifié la fibre optique dans le pays. Il y a eu la construction de data centers. Nous avons une infrastructure de sécurisation, la PKI. Nous avons une infrastructure d'interopérabilité entre les systèmes ISROAD. Et nous avons enfin quelque chose qui est visible pour les citoyens, c'est le portail national des services publics. Parce que vous parlez beaucoup du NPI, le numéro personnel d'identification, qui permet d'identifier chaque individu. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de services qui permettent, par exemple, vous êtes à Nati Tengo aujourd'hui, vous pouvez demander votre casier judiciaire, vous n'avez plus besoin de venir à Cotonou. Ça veut dire que nous avons énormément de données que l'administration cumule. Je vais vous donner 2 exemples de ce qu'on peut faire avec de la donnée pour faciliter la vie aux citoyens. Ou pour mettre un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. À titre d'exemple, pour nous, au ministère de l'économie et des finances, on peut faciliter la vie aux inspecteurs des impôts. Bon, je sais que le citoyen n'aime pas quand on parle des impôts. C'est quand même bien de pouvoir élargir les ressources de l'État pour continuer à développer notre pays. Quand vous avez un inspecteur des impôts, il essaie d'identifier des candidats à la fraude. Pour aller faire un contrôle, vous devez essayer de vous dire comment je fais pour savoir avoir une plus grande probabilité quand je vais vous contrôler. Si j'ai 0% de chance que vous soyez un fraudeur, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas besoin de venir chez vous. Mais si je suis sûr qu'à 90%, vous êtes un fraudeur, c'est très très intéressant. Parce que vous savez les informations recueillies pour agir par la suite? Non, ce n'est pas exactement ça. Oui. Disons que quand vous avez une masse d'informations, vous arrivez à dire quel est le profil type. Ce n'est pas des informations qui sont totalement anonymisées. Ça veut dire que ce ne sont pas les informations de M. X ou de M. Y. Mais vous arrivez à dire, à partir d'une masse d'informations, que vous avez des profils types de personnes qui arrivent, in fine, à frauder. Avec ça, quand vous prenez le profil d'un contribuable, vous pouvez analyser son profil, le comparer à un profil, on va dire, candidat à la fraude et dire, il y a 80% de chances que ça soit un profil identique. Oui. Qui peut être en situation irrégulière. Être en situation irrégulière. Donc vous aidez ainsi l'agent des impôts, voilà, à être plus performant parce que tout simplement, s'il a 10 personnes et qu'il est sûr d'avoir plus de la moitié qui sont des fraudeurs, il ne perd pas son temps. Alors justement, avec ces explications, Clément Tchadé, doit-on y voir avec la collecte des données, la base qui est constituée, un moyen de contrôle des vies, du fonctionnement de la société? Même avant de parler peut-être du contrôle de la vie, ou si vous voulez, apparemment vous voulez dire de la vie privée des citoyens, il faut voir je vais dire la valeur ajoutée qu'apporte aujourd'hui la donnée dans tout ce qui se passe dans nos pratiques. Quand vous allez, monsieur le directeur des systèmes d'information l'a bien dit, il y a un certain nombre de services qui sont proposés par exemple en ligne. Donc, la donnée, sans la donnée, on ne peut pas avoir ces services-là. Si
il a parlé des services des impôts avec le e-service. Le e-service. Et quand vous allez aux impôts aujourd'hui, il y avait une pratique qui consistait pour les entreprises, par exemple, de produire chaque année ce qu'on appelle les états financiers. Oui. Les états financiers qui étaient de lourds documents et que les gens imprimaient, par exemple, jusqu'à 1000 pour les grosses entreprises. Aujourd'hui, l'administration, non seulement les travailleurs de l'administration, qui essoufflaient également, même le producteur, l'entreprise qui devrait fournir ce document annuellement. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire tout ça. Tout est numérisé. Au jour le jour, vous envoyez des informations. Oui, à partir de votre ordinateur, sans même aller physiquement, vous pouvez faire ça. Oui, c'est vrai, la question, quand on voit la pratique aujourd'hui, c'est vrai, ça pose le problème de la sécurité personnelle des données. Et peut-être que... Justement, par rapport à la sécurité des données, on va y revenir tout à l'heure. Oui, je sens une réaction venue de vous. Vous allez vous prononcer également, Yabana Niamboussou. Oui, on vous écoute. Non, je vais faire une précision sur le caractère personnel de données. Monsieur a parlé de la CNIL tout à l'heure, la Commission nationale informatique et liberté, qui aujourd'hui est devenue l'autorité professionnelle et l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. Et vous voyez bien que même en tant que ministère de l'économie et des finances, en tant qu'administration, nous n'avons pas le droit de détenir des données à caractère personnel de n'importe quelle manière et de les utiliser de n'importe quelle manière. C'est totalement encadré. Toutes les bases de données qui existent dans les administrations sont soumises à déclaration au niveau de l'APDP. Et le citoyen, chaque citoyen, a le droit d'accéder à ces données personnelles et de pouvoir les modifier si elles sont erronées. Donc c'est totalement encadré et il ne s'agit pas, il ne faut pas voir, parce qu'on parle de la donnée, ce n'est pas juste, parce que j'ai donné un exemple qui était l'exemple des impôts. Oui. Je voudrais vous dire, il n'y a pas que l'exemple des impôts. Qui donne de l'insomnie aux entreprises. Et peut-être, mais qui nous permet aussi de continuer d'aller vers le développement, de financer notre développement. Vous savez qu'on n'avons pas les mêmes ressources que certains de nos pays, et pourtant, le gouvernement essaie de faire un certain nombre de choses, de faire avancer le pays. Il faut qu'on continue à trouver des voies et moyens pour augmenter l'assiette fiscale. L'assiette fiscale, augmenter les ressources et pour pouvoir continuer à financer les projets. Je voudrais donner un exemple. Oui. Vous voyez par exemple que le gouvernement a décidé de faire de notre pays un pays agricole. C'est intéressant aujourd'hui si on est capable d'avoir dans une base de données le taux de pluviométrie, taux d'humidité, qu'est-ce qui pousse sur tel sol. Si vous êtes un jeune agriculteur et que vous voulez demain lancer une exploitation, et selon l'exploitation que vous voulez lancer, si avec les données vous êtes capable de vous dire « Ah, moi je vais faire du manioc, mais je suis à Commun, et que le manioc ne poussera pas là-bas, et qu'il faudrait peut-être que je fasse peut-être du piment, et que j'élève des lapins avec », c'est totalement différent. Ça vous change la vie. Ça vous change la vie. Ce n'est pas... Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, avoir une donnée seule, en attendant d'ailleurs à protéger les données, je vais en terminer pour ne pas monopoliser la parole. Vous voyez que la donnée a de la valeur quand on l'échange, quand on la croise. Quand d'autres personnes arrivent à l'utiliser, ce n'est pas quand on la protège. J'en profite d'ailleurs pour annoncer que le gouvernement est en train de préparer un portail national Open Data. C'est un portail qui va mettre à la disposition des citoyens, des entreprises, des organisations, un certain nombre de données qu'ils peuvent eux-mêmes exploiter et alimenter. Ça voudrait dire qu'effectivement, demain, si vous pouvez avoir des statistiques sur certains secteurs de l'économie, vous allez, en tant qu'entrepreneur par exemple, vous allez très vite dans vos analyses de marché, dans vos croisements,
et ça vous amène de la performance. Justement, pour dissiper les inquiétudes des uns et des autres, Herman Parfait à Niamboussou, où beaucoup pensent que, bon, lorsqu'on a les données à disposition, bon, dans certains pays, certains s'en servent pour, en tout cas, la vie privée des gens. Mais ici, les avantages sont présentés, un peu comme il l'a rappelé tout à l'heure Clément Adjadé, à travers les e-services que nous avons. De quoi dissiper les inquiétudes des uns et des autres, Herman? Non, ce qui est déjà heureux, c'est que le gouvernement actuel fait de grands efforts pour éviter le contact physique. Surtout que nous sommes en plein Covid-19 où de plus en plus on demande, c'est le télétravail, là. Et donc ça permettra forcément à celui qui est par exemple qui est né à Cotonou et qui désormais travaille à Gogounou de pouvoir envoyer ces données, quitte à avoir son casier judiciaire dans les 24 heures. C'est déjà heureux. Mais la question qu'on se pose, c'est lorsque j'ai fini par avoir le casier judiciaire sur mon téléphone portable et que je l'ai perdu, si quelqu'un qui accède par exemple à mon téléphone et qui peut facilement avoir les données de ce téléphone-là, est-ce que ça me protège contre l'utilisation qu'on peut faire de ce casier judiciaire que j'ai eu, mais qui est sur mon téléphone? Est-ce qu'il y a des éléments qui protègent un peu les choses? Parce que justement, oui, dématérialisation fait en sorte que les données soient plus faciles d'accès, croiser les données, vous l'avez dit. Et j'ai aimé l'exemple que vous avez choisi. Le jeune, par exemple, qui veut investir dans l'agriculture et qui pense faire du manioc à Comé, alors qu'à Comé, c'est plus facile de faire le manioc, la terre donne assez de manioc. La tomate, par exemple, aussi, c'est là-bas. Et donc, ce jeune-là est plus orienté. Mais c'est aussi comment on fait pour que ces jeunes, quand ils ont cette information, qu'ils puissent vraiment les utiliser à bon escient. Je pense que c'est à ce niveau que se trouve le deuxième point d'inquiétude que je voudrais poser à notre invité. Oui. Monsieur Aounou. C'est peut-être le point le plus important. Et vous avez totalement raison. Vous avez un institut international très, très connu, en tout cas dans le domaine des systèmes d'information, le Gartner Group, qui a classé un certain nombre d'items, un certain nombre de critères dans le domaine de la donnée. On peut se demander par exemple, est-ce que notre pays est prêt pour prendre le virage de la donnée, ce qu'on appelle la data transformation? La réponse est oui. La réponse est oui. Les critères ont été classés et le critère qui vient en tête, parce que dans le forum, dans les échanges que nous avons eus la semaine dernière, on s'est posé cette question et on aurait pu dire, est-ce que nous avons assez de ressources humaines? Est-ce que... Oui, nous avons assez de ressources humaines parce que le croisement des données, c'est beaucoup de mathématiques. C'est à base de mathématiques. Vous savez que nous avons un excellent institut à Dango. Nous avons les mathématiciens. Beaucoup de mathématiciens au Bénin. Nous avons des ressources humaines, nous avons des talents. Par contre, le critère qui vient en tête, c'est la sécurité. Voilà. Vous savez qu'effectivement, quand on parle de données, la donnée, c'est un patrimoine, c'est un actif. C'est quelque chose qui vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent. Ma donnée, à moi tout seul, ne vaut pas grand-chose. Mais quand vous prenez l'ensemble des données des Béninois, si quelqu'un avait aujourd'hui l'ensemble des données de santé, des données sanitaires de tout le Bénin, il saura peut-être quoi nous vendre en matière de médicaments, quelles sont les maladies que nous aurons dans 5, dans 10, dans 20 ans. Et il est peut-être préparé à nous vendre des choses. Donc ça vaut quelque chose. Donc c'est quelque chose qu'on doit sécuriser. Donc il y a un véritable enjeu et vous avez bien mis le doigt dessus. Je voudrais terminer pour dire qu'effectivement, le gouvernement a mis en place une infrastructure à clé publique. J'ai parlé tout à l'heure du projet PKI, qui a vocation à sécuriser les données du gouvernement et les données des citoyens. C'est-à-dire que dans les mois à venir, vous verrez des clés publiques qui circuleront. En réalité, je dis clés, on ne va pas ouvrir, on va pouvoir revenir pour vous parler de la PKI, mais c'est pour vous dire qu'en réalité, vous pouvez avoir, quand vous avez une clé publique, une clé privée pour sécuriser par exemple votre téléphone mobile, même quelqu'un qui le prend demain, vous avez un coffre-fort sur votre le téléphone, sur le téléphone dans lequel vous mettez un certain nombre d'informations
qui deviennent inviolables. Oui. Justement, oui, non, attendez, on va écouter Clément. Justement, parlant de la protection des données, à vous entendre, on a l'impression que désormais, il y a un effort qui est fait parce que si je vous comprends bien, lorsqu'un pays ou une puissance détient une donnée ou les données d'un pays, cette puissance, par exemple, peut contrôler un autre pays. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne voit plus trop ça à travers les activités du gouvernement, les dons des ordinateurs, par exemple, par d'autres pays qui sont en coopération avec le Bénin. Est-ce que vous tenez compte de cet aspect dans les réformes que vous effectuez? En termes de sécurité, toujours. Ce n'est un secret pour personne. Vous savez que le Bénin a beaucoup d'amis, mais aujourd'hui, le Bénin fait des efforts pour investir lui-même et le Bénin ne tend pas la main. Donc, nous faisons très, très attention. Nous prenons garde à ne pas nous retrouver, par exemple, confronté à ce genre de situation qui vient d'être décrite. Qui vient d'être décrit, que nous avons vu à l'Union africaine, par exemple. Oui, c'était un sujet quelque peu délicat. Tout à l'heure, le directeur, on ne va pas se plonger dedans pour l'instant. Mais on a noté, Christian, qu'en dépit de l'existence du e-service et autres, il n'y a que les services de notre invité la semaine écoulée, je crois, n'est-ce pas, organiser une journée sur la donnée. On voudrait comprendre l'importance concrètement, au-delà de tout ce que ce matin vous exposez, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette journée? Oui, c'est ce que je vous ai essayé de vous expliquer. Vous avez vu que depuis 2016, il y a eu pas mal d'efforts de fait dans le numérique. Je pense qu'en 5 ans, peu de pays ont fait autant d'efforts. C'est un choix qui a été fait par le gouvernement. Et ça nous a amené, effectivement, on va dire qu'on s'est projeté dans une autre ère sans s'en rendre compte. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous on reçoit des coups de fil tous les jours de pays voisins, de pays de la sous-région, qui viennent voir... qui souhaitent copier notre modèle. Qui viennent voir ce que nous faisons, comment nous avons fait, comment nous avons pu, et qui essayent de s'imprégner. Donc ça veut dire que ça commence par porter. Nous voyons des résultats de ce que nous faisons. Mais nous anticipons aussi sur le coup d'après. Quand vous avez fini d'avoir toutes ces plateformes, qu'est-ce que vous allez avoir? La pandémie de la COVID-19 est venue, en plus, accélérer un peu les choses. Même ceux qui ne voulaient pas avoir des plateformes ont été bien obligés d'en avoir, parce qu'il faut éviter le contact, il faut faciliter la vie aux citoyens. Donc ça a accumulé la masse de données que nous avons. Et les enjeux autour de la donnée ne sont pas les enjeux d'un seul acteur ou de 2 acteurs. C'est pour ça que la journée que nous avons organisée, c'était d'abord une journée de réflexion et de sensibilisation pour dire au niveau national que ça devient un enjeu. On ne peut pas faire tout ce que nous avons fait jusque-là et fermer les yeux sur les enjeux autour de la donnée. Nous devons dès maintenant commencer à réfléchir, à faire en sorte que on puisse tirer profit, comme le font déjà certains pays qui sont dans d'autres régions. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien là où on pourrait arriver si on prend bien ce virage. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous allez dans une administration, ici, vous vous demandez pourquoi on me demande ce document qu'on m'a déjà demandé hier. Oui. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous demandez une pièce d'identité, on vous demande d'amener une photo d'identité. Pourtant, la veille, vous étiez quelque part, vous avez déjà donné une photo d'identité. L'idéal, quand on arrive à bien utiliser les données, à bien interconnecter les systèmes, on ne devrait demander aux citoyens un document une fois et une fois seulement. Si peut-être vous êtes dans une tranche d'âge donnée, si vous êtes entre 5 et 12 ans, on peut dire qu'après 12 ans, on vous redemande une photo et on vous redemandera quand vous aurez la trentaine. Voilà, à changer. Mais on doit pouvoir retrouver à chaque fois le document que vous avez donné. Il n'est pas normal que ce soit l'administration qui vous délivre un acte de naissance
et qui vous redemande l'acte de naissance toutes les fois où vous vous présentez. Alors qu'avec l'interconnexion des données, on peut accéder à toutes les informations que vous avez. Alors, une fois qu'on a votre NPI, avec l'ANIP, on doit pouvoir faire cela. Alors, à cette journée de la donnée que vous avez organisée au niveau du ministère de l'économie et des finances, le thème central, c'est la donnée, patrimoine stratégique de l'administration publique. Apparemment, vous faites une focalisation sur l'administration publique alors qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont véritablement besoin de données également pour leur fonctionnement. Ou bien le privé ne vous concerne pas. Non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On s'occupe de ces affaires d'abord. Nous sommes sûrs que si nous avons une administration performante, les entreprises suivront. Et d'ailleurs, nous travaillons pour les entreprises. D'accord. Nous travaillons pour les entreprises. Alors, nous traînons le coronavirus depuis bientôt 2 ans. Est-ce que les réflexions au cours de votre séance-là ont également pris en compte ce détail-là? Et qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Non, j'ai pas envie de dire que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la pandémie qui nous a amené même à accélérer les choses. Parce que nous ne savons pas, nous parlons de Covid-19, et à l'allure des choses, nous ne savons pas à quand la fin et de quoi est fait l'avenir. Et nous voyons bien que les systèmes dématérialisés sont là pour longtemps et il faut anticiper et mener des réflexions pour voir comment on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On ne recommence pas la roue. Nous ne sommes pas forcément les plus intelligents, mais nous devons avoir la capacité de vite sentir les choses et d'aller très vite sur les enjeux de demain. Alors, je pense que l'Amérique a réussi à me phaser, à vous plonger véritablement. Surtout sur l'exemple qu'il a donné, c'est quand, par exemple, vous voulez établir votre carte d'identité, quand vous allez à la préfecture, on vous dit donnez tel document, donnez tel autre. Et la solution, toutes les fois à l'immigration aussi, quand vous voulez faire un passeport, on vous dit donnez ceci, vous donnez la source, c'était avant. Je pense que ce qu'il a donné comme exemple, ça vient nous montrer que ce n'est pas forcément les entreprises, mais que même à titre personnel, on bénéficie de cette dématérialisation-là qui désormais fera que quand je vais pas demander une carte d'identité, qu'on puisse me dire est-ce que vous avez chambre de résidence. Si je dis non, on dit bon, les données sont déjà là, produisez-lui une autre carte d'identité, déjà que c'est biométrique désormais et tout. Donc je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne mesure. Maintenant, la question fondamentale, c'est une fois que ces données-là ont été c'est pas collectées sur la base de tout ce qu'il nous a donné comme information, c'est comment le Bénin fait pour devenir autonome aussi. Parce qu'il y a eu quelques heures où on a connu 12 heures de coupure au niveau de nos histoires de Messenger et consorts là. Et ça, c'est pour que des choses puissent partir. Est-ce que le Bénin aujourd'hui a un système, vous parlez de data center? C'est déjà quoi déjà? Dites-nous c'est quoi le data center ou la data center? C'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'un data center? Vous voyez bien que nous avons beaucoup de plateformes aujourd'hui. C'est juste des serveurs qui sont dans une salle appropriée. Pour faire simple, des serveurs dans une salle appropriée. Et interconnectés. Ça veut dire qu'il y a une autonomie en termes d'énergie, en termes de climatisation, en termes... En tout cas, toutes les commodités sont mises en place. Voilà. Pour que, les facilités sont mises en place pour que ça marche de façon confortable. Donc, quand vous demandez un e-service, par exemple, effectivement, on est dans le data center, le cloud, c'est une impression qu'on entend aussi, effectivement. Bon, je pense que aujourd'hui, le Bénin a fait beaucoup d'efforts pour rester dans à bon niveau, on va dire, au niveau des technologies, et les efforts se poursuivent. Au niveau de la fibre optique, très récemment, il y a encore de nouveaux investissements qui ont été décidés en Conseil des ministres, et les efforts vont se poursuivre pendant encore quelques années, parce que nous sommes partis de loin. Mais il y a effectivement un enjeu qui nous dépasse, et sur lequel il faut qu'on travaille dès maintenant pour préparer la nouvelle génération, pour ne pas rester dans ce lien de dépendance. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas que nous, même les Européens sont dans la même situation.
les plus grandes plateformes aujourd'hui sont américaines. Et quelques-unes sont chinoises et fermées. Après, toutes les plateformes, je ne veux pas les citer pour ne pas faire de la publicité, mais tout le monde les connaît. Donc toutes les plus grandes plateformes sont américaines. Et vous avez vu d'ailleurs, il y a 2 jours, il y a eu pendant 6 heures de temps un gros bug sur l'une des plateformes qui a au moins 3 outils très, très connus. Tout à fait. Et nous étions tous paralysés. C'est comme si le monde s'était arrêté. Donc ça pose un certain nombre de problèmes, mais la difficulté est la suivante. Même si le Bénin avait un outil de communication en interne, ça serait un réseau fermé. C'est là où nous sommes piégés. Ça serait un réseau fermé parce que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas que nous, ici, sur ce plateau, où nous communiquons entre nous. Ce n'est pas que les agents du ministère de l'économie et des finances communiquent entre nous. C'est que les Béninois communiquent avec le monde entier. Avec tout le monde. Donc, nous sommes dans un monde interconnecté, un monde interplanétaire. Ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des voies et moyens pour avoir des entreprises, des jeunes au niveau local, des start-up au niveau local, que nous poussions, qui puissent aujourd'hui aussi arriver à faire les plateformes de demain. Voilà, on va finir avec vous. Oui, allez-y, si c'est une question. Si vous le permettez, très rapidement, avant de poser ma question, je voudrais revenir sur le développement de Herman qui disait que oui, la réforme qui se fait aujourd'hui par rapport à la donnée de façon générale impacte aussi bien le secteur public ou l'administration publique que le privé. Oui, parce que si vous allez l'individu, le citoyen. Parce que si vous allez au niveau du portail national des services publics, vous verrez au-delà de e-service, par exemple, vous pouvez voir, ou des services des impôts, vous avez le e-notaire qui est aussi une plateforme de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et à part ça, vous avez également le e-résultat que nous connaissons tous parce que nos enfants, nos frères l'utilisent pour consulter les résultats à la fin de chaque année. Un peu pour dire que le particulier qui veut demander par exemple son titre de propriété au niveau de l'ANDF en bénéficie. Donc c'est égal aussi bien valable pour l'administration et le secteur privé. Maintenant, je m'en vais poser la question à monsieur le directeur des systèmes d'information, de savoir, avant on parlait plutôt de la direction de l'informatique et du pré-archivage. Aujourd'hui, vous devenez la DSI, la direction des systèmes d'information. Est-ce à dire que c'est la donnée qui vous oblige à faire cette transition? Et où se trouve dans cette réforme la place des autres ministères? Parce qu'il n'y a pas que le ministère de l'économie et des finances. Et ça sera la dernière question et la dernière réaction. Vous un petit commentaire aussi. Non, en fait, ce n'est pas la donnée qui a amené la transformation de la direction de l'informatique et du pré-archivage en direction des systèmes d'information. La direction des systèmes d'information, c'est un standard international. Donc, quand vous dites DSI, direction des systèmes d'information, dans n'importe quelle entreprise à l'international, vous avez un DSI. Dans n'importe quel ministère à l'international, vous avez une DSI, une direction des systèmes d'information. Et en réalité, le gouvernement a décidé juste de passer à un standard que tout le monde connaît. La dénomination DIP, direction de l'informatique et du pré-archivage, c'est quelque chose qui n'existait qu'au Bénin. C'était assez singulier. Et la DSI a également dans cette attribution une dimension stratégique. En réalité, c'est une façon de dire que effectivement, c'est une direction aujourd'hui qui est censée accompagner la transformation digitale de l'administration. Et il y a des DSI effectivement dans toutes les administrations, dans tous les ministères. Chaque ministère a une DSI. Donc, j'ai des collègues DSI dans tous les ministères du Bénin et je les salue au passage. Oui, un petit commentaire et on finit. Oui, on va souhaiter que les directions des services d'information dans les autres ministères puissent fonctionner. Puis justement, au ministère de la Justice, par exemple, où plusieurs fois déjà, il est arrivé que l'accusé se présente devant le juge.
et que le juge ne sache pas s'il avait été condamné par le passé. Et donc, si ces services-là peuvent fonctionner pour faire en sorte que, par exemple, quand vous allez à la HAC pour demander votre carte de presse, qu'on ne puisse pas vous dire forcément de produire encore un casier judiciaire, je pense que les services doivent être faits en sorte que quand on tape votre nom, quand on interroge le système, on doit pouvoir dire si vous avez été condamné déjà une fois, une peine infamante, si vous avez déjà été condamné, si vous avez pugé votre peine, pour qu'on nous évite de tout le temps, c'est d'accroître on fait un grand effort pour que l'administration puisse avoir assez de moyens, parce que chaque fois, faites dans le casier judiciaire, ça se paye. Faites ci, ça se paye. Et donc, pour 3 services différents, vous devez fournir 3 différentes, c'est pas pile de documents. C'est un peu complexe là, monsieur Aounou. Je suis sûr qu'au ministère de la Justice et de la Législation, ils sont déjà en train de travailler sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Alain Hugues Aounou, directeur des systèmes d'information du ministère de l'économie et des finances. Avec vous, nous avons une nette compréhension de la donnée ou des données. En tout cas, les systèmes d'information, toutes les précisions autour, vous nous les avez apportées en plateau ce matin pour dissiper les inquiétudes des téléspectateurs et de même les inquiétudes des collègues en plateau. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Clément Tchadé, merci beaucoup. Herman Anyamboussou Akhabalikara, merci bien.